Donc vous voyez là la première partie de l'année 2015 avec la courbe noire qui est la courbe LPB et la courbe rouge qui est la courbe allemande. La situation est devenue beaucoup plus tendue, complexe, intenable même, pour les entreprises françaises quand le cours du porc allemand a décroché. Parce qu'évidemment, la part export des entreprises, qui représente à peu près 20 à 30% de l'activité, cette part n'était plus compétitive. L'expérience montre que le prix du porc ne se décrète pas, même lorsque le ministre de l'Agriculture prend position sur le sujet. Plus grave, lorsque le ministre de l'Agriculture a accusé les professionnels de ne pas avoir respecté les accords, quelques accords, il a semé le trouble, tenté de se dédouaner d'une position insensée qu'il avait prise, sans évidemment mettre les moyens de la réaliser. Décréter un prix sans mettre les moyens d'être fluide dans les enlèvements ne peut pas se réaliser. Et vous êtes bien placé pour le savoir. De ne pas avoir pu gérer froidement le contexte durant l'été, le MPB, les groupements importeurs, ont supporté le départ du groupe Bigard et de Copperle du Cadran en août, avant l'ultime décision qui a été la suspension du marché le 8 octobre 2015. Sans le cadran, le cours du porc proposé par les abattoirs, c'est ce que vous avez en Poitiers, là sur la fin d'année, a retrouvé de la compétitivité par rapport aux principaux concurrents européens. Il y a eu sur la période une baisse de 21 centimes. Les éleveurs de porc ont durant cette période livré des lots de porc aux abattoirs sans en connaître le prix, du jamais vu depuis 1972. Le 26 novembre, après de longues discussions avec une majorité des abattoirs, le cadran a repris avec une convention nouvelle. Je vous invite sur le graphique présenté à constater le positionnement du prix FPB face aux concurrents depuis cette période. Donc c'est ce qui est gris-noir par rapport aux autres couleurs, donc l'Allemagne en rouge, l'Espagne en jaune et le Danemark en bleu. Casser le thermomètre n'a jamais fait baisser ou monter la température. Ceci paraît une évidence pour ceux qui pratiquent le cadran depuis toujours. Et pourtant, je peux vous assurer qu'à Plérin, tout au long de l'année, les discussions ont été quelquefois impossibles avec des éleveurs généralement non pratiquants du LPB, dont la perception de la crise européenne se limitait au comportement des acheteurs ou des vendeurs au marché. La fluidité n'était pas le problème, il fallait un prix. 2016 a démarré péniblement parce que la production de l'Europe est encore en hausse. Donc il ne faut pas se laisser griser, même si ça va mieux aujourd'hui. Sur 5 mois, la progression de la production en Europe est encore comprise entre 1 et 2%, générée par la production espagnole essentiellement. Puisque depuis le début de l'année, on constate en Allemagne, au Danemark, en Pologne, donc, qui sont les autres pays les plus importants producteurs, la production décroche. Parler de 2016 en janvier, en mars ou aujourd'hui, ce n'est plus le même discours que l'on peut tenir. Le début de la baisse de production dans l'Union européenne, comme ça a été dit tout à l'heure dans le rapport d'activité, ne sera perceptible au mieux qu'au 4e trimestre 2016, au vu des cheptels de fin 2015. Les cheptels européens, en faisant abstraction de l'Espagne, étaient en baisse en fin 2015 de 4 à 5%. On rajoute l'Espagne, on revient à une baisse de 1,5 à 1,8%. Or, aujourd'hui, on peut communément dire qu'une baisse de cheptel de 1,5% est compensée par la productivité détruite. Puisque globalement, sur l'année 2015, les Allemands donnent 0,7 porcs de plus par truie, les CER bretons donnent 0,5, je crois, et au Danemark, ça donne également 0,7. Donc, il faut un effondrement des cheptels plus important que 2% pour percevoir une baisse de production. Aussi, en janvier, en mars même, rares étaient les observateurs qui voyaient autrement que noir l'année 2016. Et puis, les achats de la Chine sont montés en puissance à un niveau que le plus zélé des prévisionnistes n'aurait jamais pu imaginer. En mars, lors d'un colloque européen sur le prix du porc, auquel le MPB est partie prenante, les plus optimistes, je dirais le plus optimiste, parce qu'il était pratiquement seul, annonçaient un cours égal 2016, un cours égal à 2015. Ça, c'était en mars. 2 mois après, les plus pessimistes aujourd'hui disent que, sans doute, le prix de l'année dernière sera le minimum. Donc, en 2 mois, les positions ont un peu changé. La demande asiatique, donc, est à l'origine de ce changement, sachant que les paramètres d'offres n'ont pas évolué, que le dossier russe est toujours en stand-by, et à mon point de vue, des informations que l'on peut avoir de nos collègues à Bruxelles, et notamment de Brise-Europe, et le dossier russe est en stand-by pour longtemps, puisque aujourd'hui il n'est plus économique, il n'est même plus sanitaire, il est politique tout simplement. Fin 2015, les achats chinois étaient déjà impressionnants, 24% de plus en cumul pour Chine et Hong Kong sur l'année. Début 2016, au cours du premier trimestre, les achats ont à nouveau progressé de 66%.
pour faire face à une véritable pénurie dans le pays. Alors en 2 mots, quel est le contexte? 1,3 milliard de Chinois consommateurs, et chez eux à peu près tout le monde mange du porc. 660 millions de porcs produits, une baisse de cheptel truie de 7 à 10 millions. Alors excusez l'erreur, la marge d'erreur, mais personne ne la connaît. Mais si on parle de 10 millions de truies en moins, 10 millions de truies, c'est le cheptel de l'Union européenne de l'Ouest. Mais bon, ce ne sont pas non plus des truies à 25 porcs, hein, ce sont plutôt des truies à 2, 3, 4, 5, 6 porcs ou 7 porcs par an. Donc, mais enfin, malgré tout, ça fait une baisse de production. Depuis le début de l'année, l'autre facteur important, l'inflation galope en Chine, plus 2,3, dont 0,8 à imputer à la hausse du prix de la viande de porc aux consommateurs. Donc sur ce constat, les autorités chinoises ont tout de suite pris des mesures, mises sur le marché des stocks stratégiques pour alimenter les marchés de consommation et achats tout azimut pour répondre à la demande. La structure des achats 2016 en Chine a bien changé, puisque traditionnellement, les Chinois achetaient des coproduits. Là, vous avez tous entendu parler des queues, des pattes, des oreilles. Au premier trimestre 2016, pour la première fois dans l'histoire de la Chine, les viandes de porc, donc les morceaux nobles, ont dépassé en volume des coproduits. Ajoutons à cette demande chinoise 15% de plus d'achats des Japonais et 35% des Philippines. L'Asie est en déficit momentané peut-être durable, du fait notamment des problèmes sanitaires récurrents. C'est une opportunité pour les Européens, même si rien ne permet de dire que ce marché sera durable. Aujourd'hui, 70% des importations de Chine viennent de l'Union européenne. Et ça, nous l'avons en partie pour des raisons sanitaires, puisque les Chinois refusent les porcs élevés à la ractopamine, donc ce qui est aujourd'hui encore la majorité des cas aux États-Unis. Et il ne faut pas se voiler non plus, les importations européennes sont majoritaires, puisque l'euro affaiblit par rapport au dollar. Et en fait, aujourd'hui, la parité euro-dollar, c'est la meilleure institution que je n'ai jamais pu avoir et que je n'avais jamais eu avec Bruxelles auparavant. Un chiffre à la réflexion, si la Chine n'était déficitaire aujourd'hui que de 10% de sa consommation, cela représente un volume total d'importation de 5 millions de tonnes. Donc l'Europe, toute destination confondue, a fait 3 millions de tonnes l'année dernière. Donc vous voyez, ce sont des volumes qui sont à l'échelle du pays, mais qui sont considérables par rapport aux autres. Pour rappel, je vous dirais qu'aujourd'hui, le Japon et le Mexique importent 1 million de tonnes par an, et le Japon et le Mexique sont déficitaires de 40% de consommation par rapport à la production. Donc demain, pourquoi pas un déficit durable en Chine, c'est tout à fait envisageable. La demande de l'Asie atténue la crise supportée par les éleveurs européens depuis de nombreux mois. C'est une opportunité, il faut la saisir. Les exportations allemandes vers les pays tiers ont progressé de 30% sur le premier trimestre de l'année, celle de l'Espagne de 50%, celle de la France de 33%. La Chine a permis aux éleveurs espagnols de retrouver en quelques semaines une fluidité qui leur échappait depuis plusieurs mois, tant la production est élevée. Donc je vous ai dit tout à l'heure, à 15% sur 3 ans. Regardez l'évolution du cours espagnol. La courbe jaune de 2016, si on prend 15 ans de cours du porc, sur 15 ans, on a peut-être vu les Espagnols une fois moins chers que les autres pays d'Europe à la saison. Pourquoi ils étaient moins chers cette année? C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre à jour. Et là, je ne veux pas dire que ce soit un miracle, parce que ce n'est peut-être pas du domaine du miracle, mais en l'espace d'un mois, le poids carcasse moyen en Espagne, sur pratiquement 1 million de porcs la semaine, le poids carcasse en un mois a baissé de 3 kg. Tellement les ventes vers la Chine ont été exceptionnelles. Et donc aujourd'hui, les Espagnols, qui ne l'envisageaient pas du tout, sont à jour. Et comme ils sont à jour, le prix espagnol, puisqu'aujourd'hui, une partie de la production, plus toute l'augmentation de production, est exportée pays tiers, les Espagnols vont peut-être se retrouver, pour les semaines qui viennent, un peu comme les années passées, à avoir une production à gérer sur le marché européen qui sera moins importante que ce qu'ils pensaient. Bon, les Espagnols, en ce moment, en plus, par rapport à il y a un mois ou deux, on gère un cycle saisonnier, puisque l'été dernier a été très très chaud sur les mois d'août et de septembre, avec des problèmes de retour en chaleur. Le réveil des 3 dernières semaines est lié aux commandes astronomiques des pays tiers, au point que les ventes de porc espagnols vers la France ont chuté de 20% depuis le début de l'année. C'est-à-dire que les Espagnols, qui sont les premiers fournisseurs de la France, des entreprises françaises, les Espagnols ont baissé leurs ventes vers la France de 15 000 tonnes, pendant que les Espagnols ont augmenté leurs ventes vers la Chine de 30 000 tonnes. Donc le marché est complètement chamboulé.
L'Espagne a vendu donc toute sa production supplémentaire à l'exportation. Bon, maintenant, doit-on être optimiste ou pessimiste pour la suite de l'année? Le marché porcin reste un marché d'opportunités. Il faut saisir ces opportunités quand elles se présentent. Le marché chinois rééquilibre l'offre et la demande européenne. Après la déception de la Russie et la rage que l'on peut éprouver de la lamentable gestion européenne des certificats sanitaires avec ce pays, il faut positiver sur la demande actuelle de l'Asie et surtout, ne pas négliger le travail de fond sur notre marché national, qui reste le premier débouché de votre production. Promotion, animation, mise en avant, communication, tout doit être mis en œuvre pour relancer la consommation, qui, je vous le rappelle, est en baisse en France de l'ordre de 5% sur la viande fraîche en moyenne depuis pratiquement un an maintenant. Et donc relancer la consommation en France, dont une partie des bénéfices se retrouvera évidemment dans le prix de base. Donc voilà, rapidement, une synthèse que je voulais vous faire de conjoncture. Ok, merci Jean-Pierre pour ta présentation sur la conjoncture. Si quelqu'un a une question peut-être à poser à Jean-Pierre sur sa présentation. Oui, Jean-René. Alors, oui, j'aurais pu détailler plus, mais le stockage européen, donc qui a représenté 90 000 tonnes à peu près, avait été fait en janvier-février. Le commissaire européen à l'agriculture a encore, la semaine dernière, dénoncé le comportement des entreprises françaises qui n'en avaient pas fait. Mais quand on regarde l'activité du mois de janvier sur la zone du Port-Ouest, il y a dû avoir un abattage au mois de janvier en semaine comparée équivalent de 6-7% de plus que l'année d'avant. Et les promotions de janvier ont en gros absorbé ce qui a été abattu en France. Bon, à mon point de vue, valait mieux consommer en janvier sur le marché français que de mettre en stock pour sortir après. Alors ça fait un peu froid dans le dos parce que, comme je vous le dis, la production européenne n'a pas encore baissé, et donc les stockages privés qui étaient faits dans les pays voisins risquaient de revenir sur le marché au mois d'avril-mai. Et là, je ne l'ai pas évoqué là, mais dans la demande chinoise qui s'est produite, en gros, tout ce qui avait été fait par les Allemands, les Hollandais et les Danois a été vendu aux Chinois et a été expédié en mai. Tout ce qui avait été fait par les Espagnols, qui représentaient peut-être 30 ou 35 000 tonnes, les Espagnols, les durées de contrat, c'était début juin. Et les Espagnols qui ont des difficultés à fournir tout ce qu'ils avaient à fournir aux Chinois, non pas parce qu'ils ne peuvent pas fournir la marchandise, mais parce qu'ils ont des problèmes de volume de congélation, puisqu'il faut congeler de la viande pour la faire partir. En fait, ils ont mis tout leur stockage privé de janvier dans les exportations Asie. Donc aujourd'hui, ça c'est un élément favorable à début juin par rapport à ce qu'on pouvait penser janvier-février. Le stockage privé des pays de l'Union européenne a été exporté et aujourd'hui il n'y a pratiquement plus rien flux.